Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier l'Université catholique de cette invitation. C'est la première après une période estivale, donc vous serez indulgent avec moi si je manquais de précision. D'abord, j'aimerais introduire ce propos en faisant le focus qui fera le lien avec ce qui a été dit en début de matinée. Je pense que l'étude des rapports entre politique et religion dans les mondes de l'islam dépend étroitement du type de rapport au langage. C'est-à-dire que moi j'estime, à titre personnel, je vais essayer de le démontrer dans mon propos, c'est que le langage peut avoir des effets dans la réalité. Et que par conséquent, il me semble peu pertinent, ou en tout cas contestable, de séparer rigoureusement discours et actes. Et à mon sens, on peut tout à fait expliquer des phénomènes de violence sur la base, je dirais, d'une prise en compte des deux paramètres, à la fois un paramètre politique ou profane et un paramètre religieux. Pour ce qui est du sujet à présent que j'ai choisi d'aborder ici, malheureusement, je ne pourrais pas forcément entrer dans les détails de l'argumentation, mais un tel sujet suppose au moins, je dirais, deux préalables méthodologiques. Ce propos méthodologique a pour objectif ou a une volonté d'éclaircir, je dirais, une idée qui est sous-tendue par le titre, la galaxie néo-salafisme, un apolitisme en trompe-l'œil. C'est qu'en fait, il n'est pas de césure absolue ou définitive entre politique et religion dans la pensée salafi. Alors je dis dans la pensée salafi entre guillemets, puisque je reviendrai ensuite sur la terminologie salafi. Et que l'hypothèse que je formule suite à celle-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cloison définitive entre politique et religion, c'est que l'interaction des deux, c'est-à-dire du politique et du religieux, grandit ou croît non seulement en fonction de la place de l'islam au niveau de l'État et de la société, ça c'est la première chose, et la deuxième des choses, en fonction ou à mesure que le contexte en question génère de la conflictualité. Et je vais essayer de le démontrer sur la base de deux terrains principaux, à savoir la France et l'Égypte. Donc la première précaution méthodologique, c'est de borner un espace de réflexion. Je n'ai pas la prétention, je ne suis pas spécialiste des acteurs néo-salafistes ou salafistes. Je m'intéresse essentiellement à la production doctrinale des figures tutélaires du néo-salafisme, des figures comme l'Uthaymin, Al-Albani, etc. Donc ça, c'est en quelque sorte un préalable qui me permet de désamorcer les éventuelles critiques sur le fait que je n'aurais pas fait d'enquête auprès des néo-salafistes. Ça, c'est le premier préalable. Le deuxième préalable, c'est une clarification terminologique. Car précisément, et ça tout le monde en est conscient, les incompréhensions ou les confusions se développent et s'enracinent aussi bien à l'ombre d'indétermination langagière que de l'absence de déconstruction en règle de termes qui tendent par trop à être routinisés ou naturalisés. C'est-à-dire que les usagers de ces termes, notamment salafisme, néo-salafisme, ne s'interrogent plus suffisamment, et c'est ce que je constate, sur les présupposés et les effets de leur emploi dans l'espace public, auprès des récipiendaires de ce discours. Et, à mon sens, l'absence de précision terminologique peut constituer autant de voiles opacifiants, notamment pour expliquer de la manière la plus rigoureuse un fait de société comme le salafisme. Et, comme vous le remarquerez, ces dernières années en France, ce vocable s'est banalisé. Il s'est banalisé dans l'espace médiatique et dans l'espace politique français. Il tend même à remplacer le vocable islamisme. Bon, islamisme, pour faire bonne figure, on continue de l'employer, mais beaucoup moins aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire que le salafisme, en quelque sorte, l'islamisme, le vocable, a cédé le pas au salafisme. Et on voit bien que ce terme est à la source de nombreuses mystifications. Et j'en citerai une de mystification, non pas que j'ai d'attrait critique taquin vis-à-vis de cette formation en particulier, mais Nathalie Kosciusko-Morizet, qui se présente aux primaires des Républicains, souhaite rien moins que l'interdiction du salafisme. Donc, après être allée dans des mosquées pour quêter quelques voix il y a quelques années. Ça, c'est, je dirais, au plus des mystifications, au moins des malentendus et des fantasmes. Et ça, je pense que tout le monde en sera d'accord. Et il est vrai, et il faut l'ajouter, c'est que ce terme-là crée ou suscite du fantasme parce qu'il y a le développement, objectivement, le développement d'exactions de l'organisation de l'État islamique au Moyen-Orient et les répercussions sur l'Hexagone ou dans l'Hexagone.
Et il se trouve que cette formation, traditionnellement, ou en tout cas à partir des références si on les scrute, se réfère à des figures d'autorité qui sont prisées également dans le milieu salafiste au sens large, y compris chez ceux qu'on appelle communément les quiétistes. Donc je pars de ces doctrinaires, notamment Al-Albani, je citerai peut-être quelques exemples. Et puis le deuxième préalable méthodologique, c'est, comme on l'a dit, la terminologie. Donc il faut bien être conscient que ce terme salafia, tel que je l'entends, et je vais tenter de le définir, est décisive. Elle est décisive pourquoi? Parce qu'elle permet de singulariser et de différencier le salafisme contemporain, voire très contemporain, avec certaines de ses expressions qui ont eu cours par le passé, notamment au XIXe siècle. Donc je n'entends pas par salafisme le sens que pouvaient lui donner, par exemple, des figures comme Jamal al-Din al-Afrani, 1838-1897, ou Mohamed Abdou. Et ceux-là, on peut les inscrire dans ce qu'on pourrait appeler la Narda, je dirais la Renaissance arabe, et qui n'a rien à voir avec le wahhabisme, ou ce sur quoi va déboucher la production de l'une de ses figures principales, à savoir Ibn Abd al-Wahhab. Donc je dirais, pour distinguer de façon très schématique, très sommaire, la salafia de Abdou al-Afrani, c'est plus s'inspirer de l'esprit des premiers siècles, des 3 premières générations de l'islam, qui, en contexte, aurait produit un savoir religieux conformément à une conjoncture particulière, alors que les salafistes, que j'appelle moi néo-salafistes, c'est-à-dire plutôt d'inspiration dans la lignée d'Ibn Abd al-Wahhab, s'inspirent beaucoup plus de la production réalisée en contexte que l'esprit. Finalement, c'est la lettre qui prime au détriment de l'esprit chez les wahhabites. Et c'est dans ce sens que j'entends néo-salafisme, parce que ça évite, en quelque sorte, d'amalgamer ces deux courants qui sont des courants rigoureusement distincts. Et aujourd'hui, il est bon de le rappeler parce qu'on a tendance comme ça à délégitimer ou à discréditer un vocable qui a pu recevoir un sens différent dans l'histoire. Il y a aussi un autre point, malheureusement, que je ne pourrais pas aborder parce que ça m'éloignerait trop de mon objet, c'est qu'on ferait une erreur monumentale en séparant ou en distinguant radicalement l'islamisme, en référence au courant idéologique fondé par Hassan al-Banna en Égypte en 1928, et néo-salafisme. Et je vais essayer de dire pourquoi. Et une fois de plus, je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions. Je dirais que, contrairement à ce qu'on croit, il y a une proximité idéologique entre ces deux courants. Les modes d'action, sans doute, sont différents, mais il y a une proximité idéologique. Et j'en réfère à la page 21 de l'ouvrage « L'ensemble des épîtres de l'imam Hassan al-Banna », donc j'ai une édition de 2005, à la section « Islamouna », donc notre islam. Voilà ce que dit le père fondateur des frères au sens large. Il dit que la compréhension de l'islam, stricto sensu, doit s'en référer, je cite, au livre de Dieu, à la sunna et à la vie des pieux prédécesseurs, qui en serait en quelque sorte l'exemplification. Donc on voit bien qu'il y a quand même une racine commune qu'aujourd'hui, certains collègues aussi parfois, mais ce sera l'occasion un peu de les taquiner, tendent à distinguer comme ça systématiquement, alors que je dirais qu'il y a peut-être beaucoup plus de prise en compte de la conjoncture chez les frères musulmans par rapport aux salafistes, tout simplement, peut-être cette distinction. Et un deuxième élément qui vient appuyer cette proximité idéologique, c'est, j'ai trouvé cette tribune signée par Youssef Al-Qaradawi, qui, comme vous savez, est le président de l'Union internationale des oulémas musulmans, dans le journal arabophone Al-Sharq, qui titrait « Cheikh Albani fut l'un des plus grands oulémas du hadith de notre temps ou de notre époque ». Et dans ce texte, c'est très intéressant, on voit qu'en fait, Qaradawi regrette la mort de cette figure importante du néo-salafisme parce qu'il aurait été une pierre angulaire dans l'authentification des hadiths. Et vous savez, en tout cas beaucoup savent probablement, que ce qui constitue la surcharge normative, en tout cas en règle générale, autour du fait musulman, c'est essentiellement la sunna beaucoup plus que le texte coranique. Et c'est ce qui génère peut-être le plus de perturbations avec l'environnement et les intersections entre les théologiens apparemment légalistes de l'islam politique et les théologiens beaucoup plus virulents, violents comme les doctrinaires de l'État islamique. C'est la raison pour laquelle, dans un article récent, je parlais de désarmeurs imprudents. C'est-à-dire vous avez des théologiens qui dénoncent le terrorisme, mais qui, parallèlement, s'appuient sur des textes et des interprétations qui sont canonisées par les néo-salafistes et à partir desquels on justifie la violence. Donc il y a ces deux aspects que je tenais à rappeler ici dans le cas du néo-salafisme.
Donc, pour revenir maintenant au cas français, je cite un exemple. Bien sûr, cet exemple n'épuise pas la réalité hexagonale, mais j'ai, à partir d'éléments qui me permettent de faire cette analyse, je suis allé voir sur le site Islam et Info. Alors, Islam et Info, c'est un site sans doute inconnu pour la plupart d'entre nous, qui est une organisation groupusculaire qui doit reposer sur 2-3 personnes. Mais moi, je fais partie des personnes ou des chercheurs qui ne sous-estiment pas le discours. Alors, bien sûr qu'on peut faire une étude sur les récepteurs de ce discours, mais ce discours est tenu à haute échelle sur Internet et que par conséquent, certains s'en saisissent. Et sur ce site, on trouve notamment des discours condamnant de façon très virulente la démocratie. Et on pourrait se dire que si quiétisme il y avait véritablement, hein, ce salafisme ou néo-salafisme quiétiste qui prétend ne pas avoir d'opinion sur le politique ou se désintéresser du politique ou désinvestir le champ politique. Cette formule est connue, elle est attribuée à Albani. Je ne l'ai pas lue sous sa plume, mais c'est possible. C'est de la politique que délaisser la politique. En réalité, on se rend compte dans le détail de l'argumentaire proposé par ce site et dénonçant la démocratie comme un système impie, que cela peut avoir potentiellement des répercussions sur ceux qui vont écouter ce discours, à savoir une culpabilisation et une mise en cause du système représentatif classique. Voilà ce que dit le document en question. Après, on peut s'entendre sur la politisation, mais la politisation, c'est la capacité à conflictualiser sur la base d'une grammaire religieuse. Voilà une définition qu'on peut donner de la politisation. On peut partir de cette base-là pour dire qu'il y a du politique, même chez ceux qui le dénoncent spontanément. D'ailleurs, les recherches en sciences politiques à ce sujet montrent bien la distance qu'il faut avoir vis-à-vis de discours d'acteurs qui dénoncent y compris toute implication politique et qui, ce faisant, implicitement, en creux, font eux-mêmes de la politique. Ce document dit la chose suivante. Nous observons depuis un certain nombre d'années une partie des musulmans appelés au vote lors des élections démocratiques. Et ils militent également pour l'implication au sein des partis démocratiques. Cette adhésion à la démocratie se justifie selon eux par la nécessité de participer à la vie politique afin de peser au sein de la société, d'obtenir des droits et de freiner l'islamophobie. En Occident, ces musulmans pensent que leur action démocratique leur permettra de faire pression sur les autorités pour qu'ils cessent leur offensive contre l'islam et les musulmans. Et on voit bien que, et là je saute, la fin du passage, c'est le raisonnement rationnel prend donc le dessus sur les textes du Coran et de la Sunna, alors que le musulman doit analyser son credo islamique, car tout acte du musulman doit être basé sur la loi islamique. Alors on peut dire que les tenants de cette doctrine ne reconnaissent aucune légitimité ni efficience aux lois humaines, puisqu'ils dénoncent la loi majoritaire. Donc, si réellement c'était du quiétisme, pourquoi ne dirait-il pas simplement « nous ne faisons pas de politique, nous ne prononçons pas sur le politique, tout simplement ». Ce serait du quiétisme. Il y aurait une cohérence doctrinale. Dire « moi, je n'ai pas d'opinion sur la démocratie, je n'ai pas d'opinion sur les élections ». Et pourtant, le site Islam Info, non seulement tient ce type de discours, mais même sur des questions d'actualité et d'actualité ou de brève, on voit bien les acteurs néo-salafistes pourtant initialement quiétistes prennent position et conflictualisent ou entrent en conflit virulent avec des autorités politiques et notamment les autorités politiques françaises. Donc ça, c'est le deuxième argument que j'aimerais apporter. Non seulement la porosité du quiétisme vis-à-vis des questions politiques, parce que les acteurs n'évoluent pas en dehors de l'espace et du temps, et que par conséquent, ils sont influencés par ce contexte, mais que ce quiétisme aura tendance à virer à une forme d'activisme dans des contextes particuliers, notamment des contextes où il peut se développer une forme d'islamophobie. L'islamophobie, on peut lui donner plusieurs sens. Moi, je parle de racisation des musulmans en raison de leur appartenance réelle ou supposée à l'islam. Donc on voit bien que finalement, le salafisme quiétiste est autant un produit d'idéologie circulatoire et circulaire qui circule dans le monde, mais aussi un produit d'un contexte. Et que, ce faisant, il y a aussi une responsabilité des autorités politiques, et je suis d'accord avec mon collègue qui l'a à juste titre souligné. Donc je passe en revue cela pour venir maintenant au cas égyptien, qui est un cas paradigmatique de ces reconfigurations au sein du champ salafiste. Avant la Révolution, je prendrai l'exemple de la da'wa salafiyya, donc la prédication salafie à Alexandrie. Donc Alexandrie, c'est le markaz ra'isi
principal du néo-salafisme en Égypte. Il y a oui, donc le centre principal du néo-salafisme en Égypte, donc Alexandrie. Vous avez deux figures, Shahat et Burhami, Yassar Burhami. Ces figures, quand vous regardez leur discours, avant la révolution de 2011, au moment où, après on sait que Moubarak chutera, c'était de dire, attention, vous n'avez pas à manifester, à sortir pour désavouer le détenteur de l'autorité légitime. Donc vous savez que dans la doctrine salafiste, néo-salafiste, notamment quiétiste, il est proscrit aux musulmans de dénoncer un souverain, fût-il injuste, au nom d'un principe de réalité. Et ce principe de réalité est également une forme de politique et d'acceptation de l'ordre établi. Donc le néo-salafisme peut très bien se contenter d'un système démocratique comme d'un système très autoritaire. Et on remarquera, et là je m'appuie sur deux études en langue arabe, une étude d'un journaliste saoudien qui s'appelle Nawaf El-Qudaymi, je pourrais donner le titre ensuite, et un autre ouvrage d'un chercheur jordanien, Mohamed Abou Roumen, qui a écrit Les salafistes et le printemps arabe. Et il montre bien, à partir d'une étude de ces discours, comment les néo-salafistes quiétistes qui étaient contre l'action politique, dans un contexte de fluidité politique, pour reprendre une catégorie du sociologue, du politiste Michel Daubry, ont été amenés à prendre position et finalement soutenir les manifestants en disant, par ailleurs, que si nous, néo-salafistes quiétistes, nous nous tenons à l'écart des enjeux de la révolution, notamment de la rédaction de la future constitution, on pourrait très bien perdre un acquis fondamental qui est l'islamité inscrite en lettres d'or dans la Constitution. Donc cela nous permet, j'espère y être parvenu, il me reste... C'est parfait, j'en ai terminé, parce que ça me permettra ensuite peut-être de développer, de donner d'autres arguments, de dire qu'il faut toujours être, à mon avis, méfiant ou se méfier des typologies hermétiques, hein, salafistes, quiétistes d'un côté ou ilmi, scientifique, djihadiste de l'autre côté, ou encore haraki, parce qu'il y a une forme de salafisme activiste, notamment en Arabie Saoudite, qu'on appelle Salafi al-Harakiyya, qui est une forme d'activisme politique à la jonction des frères musulmans et du wahhabisme. Donc je pense qu'à partir de ces exemples, il nous est permis de dire, d'une part, qu'il y a une porosité, elle me paraît évidente, et que d'autre part, cette porosité doit être couplée à une analyse fine, non seulement du discours des acteurs, mais aussi du contexte dans lequel ces acteurs s'expriment. Merci de votre attention.